Hmm. Et moi, je vous dis que le soir venu, non loin des ruelles sombres, dans les cafés où des parties d'échecs se jouent, l'ombre de Fischer se répand encore sur les échiquiers. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que là, en ce moment, je suis en train d'analyser les parties d'un tournoi de jeunes joueurs, de jeunes maîtres. On a vu d'ailleurs dans les rondes précédentes, les huitièmes de finale, quart de finale, et là, on arrive à la demi-finale. Et dans ce tournoi, l'ouverture favorite de Fischer, que je n'ai pas vue depuis longtemps, l'attaque est-indienne, va être rejouée par les Blancs, va refaire surface. Alors si vous êtes friand de systèmes, comme par exemple le système de Londres, eh bien le système de l'attaque est-indienne, c'est très intéressant comme type d'ouverture. Alors qu'est-ce que c'est qu'un système déjà aux échecs? C'est lorsqu'on va, avec une couleur, avec les blancs ou avec les noirs, essayer d'appliquer à peu près la même façon de jouer, les mêmes coups, quels que soient les coups de l'adversaire. Alors, les systèmes, c'est rarement la façon de jouer la plus optimale, bien sûr, dans une position, puisqu'on s'adapte pas vraiment au coup de l'adversaire. On essaye surtout de mettre en place sa configuration, sa position de pièce. Mais ça permet d'avoir une économie dans l'étude des ouvertures, bien sûr. Et contrairement au système de Londres, bien ce système de l'attaque est-indienne qu'utilisait assez souvent Fischer, eh bien, ça permet d'avoir beaucoup plus de mordants contre le roi. Ça permet de déclencher des attaques contre le roi adverse. Et c'est ce que va utiliser Christopher Woon Jin-yu, qui a les blancs. Donc on est en demi-finale, il affronte Volodar Murzin, surnommé affectueusement Voldemort. Christopher Woon Jin-yu ouvre avec le pion roi. Il joue E4. À noter que ces deux joueurs, j'ai analysé leur partie lors des rondes précédentes en huitième et en quart de finale. Donc j'avais eu du nez, j'avais eu du flair, j'avais senti que... Bon, non, en fait, c'était un coup de chance, c'était totalement du hasard. Mais voilà, ils avaient fait des belles parties, donc j'avais repris leur partie. Si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist de ce tournoi des jeunes maîtres. Donc face à cette ouverture du pion roi, Volodar Murzin répond avec la défense sicilienne, C5. Cavalier F3, E6, alors vous allez me dire, oui, mais on est dans une défense sicilienne, pas dans une attaque est-indienne. Patience, patience. Par un jeu d'interversion con, on va retomber dans l'attaque est-indienne. Et ça commence maintenant, regardez, G3. On va comprendre le système utilisé par les Blancs. Dans l'attaque est-indienne, les Blancs jouent fou G2. Ils essayent de roquer assez rapidement, ils mettent la dame en E2, le pion en D3. Alors on va se dire, mais ok, bon, bah, les pièces se développent comme ça, et alors, en quoi ça va nourrir une attaque contre le roi noir? Encore une fois, patience. Parce que cette attaque, elle va exister. Et après, je vais vous montrer, après cette partie, je vais vous montrer une partie du grand Bobby Fischer, avec certainement la partie sur l'attaque est-indienne la plus célèbre qu'il ait jouée. Et vous allez voir qu'il y a des similitudes, beaucoup de similitudes. Alors les noirs jouent cavalier C6, donc le fou en fianchetto, en G2, cavalier F6, la dame en E2 pour protéger le pion E4, on aurait pu aussi jouer D3, mais la dame se place derrière le pion parce que souvent elle va appuyer la poussée de ce pion également. Le fou vient en E7, petit roc, D5, D3 pour l'instant on solidifie, petit roc, cavalier BD2, B5, tour 1, joué avec double objectif, que la tour puisse aider la dame à appuyer la poussée en E5, et que le cavalier D2 récupère la case F1. On peut se dire, mais en quoi c'est intéressant pour le cavalier D2 de récupérer la case F1? Vous allez comprendre lorsque l'attaque va prendre forme. Fou B7, et maintenant, ça y est, l'attaque commence. Nous allons assister à cette poussée en E5. L'idée de Fischer dans cette attaque est-indienne, telle qu'il a développée, qu'il a fait ses parties, c'est de garder finalement la position assez fermée, notamment au centre et à l'aile dame, et de prendre l'espace, d'annexer de l'espace avec cette poussée du pion en E5. Sur la colonne E, il y a un empan frontal pour les blancs supérieur à l'empan arrière des noirs, puisqu'on a 4 cases derrière le pion E5 d'empan frontal contre 2 cases d'empan arrière. Et celui qui prend l'avantage d'espace sur la colonne E, qui est une colonne voisine de l'aile roi, eh bien souvent il a de meilleures capacités à amener, à cheminer des pièces pour aller viser le roi de l'adversaire. Et cette poussée en E5 d'ailleurs, repousse le cavalier en F6, qui vient en D7. Et je vous l'avais dit, comme la tour s'était décalée en E1, ça défend très bien le pion en E5, et ça libère la case F1 pour le cavalier, qui vient donc en F1. Alors d'accord, on a compris que cette poussée en E5
permet d'annexer de l'espace, mais on ne voit pas encore très bien comment l'attaque va se construire. Elle va se construire souvent avec l'enchaînement suivant. La poussée du pion en H4, l'arrivée, alors le fou en F4 pour que le fou protège le pion de 5 et permettre au cavalier ensuite d'aller en G5. Lorsque le cavalier est en G5 protégé par le pion et le fou, la dame peut aller en H5, commencer à attaquer, vous voyez, le pion en H7. Et après des coups comme H4, fou F4, cavalier G5, quand il y a des prises, on peut reprendre du fou, mais on peut aussi reprendre du pion parfois. Et le pion peut s'associer à l'attaque et ouvrir la colonne H, sur laquelle j'ai déjà vu, une fois que le fou bougeait, un roi qui se mettait en G2, le cavalier qui allait en H2, en G4, la tour qui coulait sur la colonne H, qui permettait d'attaquer le roi noir. Donc il y a ce système d'attaque avec H4, cavalier G5, bon, il y en a fou F4, dame H5, cavalier H2, cavalier G4, parfois le cavalier qui va se sacrifier en F6 sous protection des deux pions, parce qu'en cas de prise, l'un des deux pions peut reprendre et attaquer le fou et contrôler l'importante case G7 pour créer des menaces de mat, et parfois même la colonne qui va s'ouvrir et permettre l'attaque. Donc les noirs jouent A5, ils essayent de prendre de l'espace à l'aile dame. L'idée des noirs, ça va être de combattre au centre ou à l'aile dame pour essayer de dévier les intentions des blancs à l'aile roi. Et vous voyez, H4. Dame C7 est jouée, triple la pression sur le pion E5, mais on a bien une triple défense. Et en plus, fou F4 peut arriver. D'ailleurs, ça pourrait être joué tout de suite, mais dans la partie, c'est H5 qui est joué. Il prend encore de l'espace. Il veut impliquer ce pion à l'attaque du roi noir. Et c'est vrai que Volodar Murzin, il a envie de bloquer ce pion, il a envie de le fixer, il joue H6. Et maintenant, cavalier H2. Vous voyez, on peut avoir des coups comme fou F4, cavalier G4 qui peuvent arriver. Et ça peut faire planer des sacrifices en H6, surtout si la dame se met derrière le fou, par exemple, en D2. Une pièce se sacrifie, par exemple le fou, le pion reprend, la dame reprend, et on s'approche tout près du roi, on fait exploser, voler en éclats la couverture de pion, la barrière protectrice de pion du roi noir. Et comme les noirs ont très peu d'espace à l'aile roi, ils n'ont pas les moyens de ramener des pièces en défense. Tour C8 a été joué. La tour se met sur la colonne C et libère surtout la case F8 pour que le fou puisse revenir défendre. Parce que vous voyez, après, fou F4, la dame est venue en D8, dame D2, on lorgne sur le pion H6, peut-être que le sacrifice immédiatement n'est pas correct, mais cavalier G4 pourrait également arriver pour faire planer vraiment des menaces de sacrifice en H6. Et donc le fait d'avoir libéré la case F8 permet au fou de venir consolider cette chaîne de pions. Fou F8. Et maintenant, comment on évolue avec les blancs? Ça m'intéresse d'ailleurs de voir comment vous évolueriez avec les blancs. C'est pas si facile, c'est pas si intuitif. Il faut avoir déjà vu un peu ce type de position. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir ce que vous décideriez ici. A tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que Christopher Wunjigyu va faire ici? Eh bien, il va impliquer le pion G à l'attaque. Il considère que le roi blanc n'a pas vraiment besoin de sa couverture de pion parce que les pièces noires n'arrive pas à s'approcher du roi blanc. Il y a beaucoup de pièces blanches qui défendent, et puis la position a un caractère fermé, notamment au centre, donc il n'y a pas moyen pour les pièces noires, finalement, de s'approcher du roi blanc. Donc le pion vient en G4, avec la volonté de jouer G5, de taper en H6 et d'ouvrir la colonne G. Et qui profitera de la colonne G? Les blancs, bien sûr, parce que c'est eux qui ont l'avantage d'espace. C'est eux qui peuvent manœuvrer et amener les pièces. Si les deux protections du roi volent en éclats, si les blancs perdent le pion G et les noirs perdent le pion G, la colonne G s'ouvre, les deux rois n'ont plus de bonne protection, de bonne couverture de pion, mais il n'y a qu'un seul camp qui peut en profiter, qui peut acheminer des forces. Alors les noirs essayent de réagir, ils jouent C4, mais on contrepose D4. On veut garder la position fermée, et on veut même jouer C3 après. C'est pour ça que Volodar Murzin comprend maintenant le danger. Il sait que la poussée G5 est inéluctable, et qu'il va se faire attaquer son roi. Donc il joue lui-même C3. Il essaye d'ouvrir la position, de trouver un contre-jeu ailleurs. Pas question de prendre de la dame, on se mettrait sous le vis-à-vis de la tour, ça permettrait au cavalier de partir, par exemple prendre en E5 avec la tour qui attaquerait la dame. Donc c'est la prise en C3. Alors pourquoi il a donné un pion? Volodar Murzin, il a ouvert la colonne C, et puis la présence du pion C3 lui permet maintenant donc de jouer B4. Il crée le combat, il crée le conflit, parce que si les blancs ont l'avantage à l'aile roi, l'avantage d'espace, ils ne l'ont pas à l'aile dame, c'est les noirs qui peuvent acheminer le plus de force à l'aile dame. Donc chacun son aile. Mais vous l'avez compris, le jeu à l'aile roi implique
un jeu de maths. C'est pour ça qu'il est plus puissant, plus dangereux. Donc, G5 arrive. Prise en C3, la dame est attaquée. Encore une fois, pas question d'aller prendre le pion C3 parce qu'il pourrait y avoir cavalier prend E5 par exemple, ou même cavalier B4. La tour attaque la dame avec en ligne de mire le pion C2, le cavalier également, avec l'idée que le cavalier pourrait prendre le pion C2 et faire les fourchettes après. Donc, dans la position, la dame vient en E3. On ne touche pas au pion C, on garde la colonne C fermée. Mais Volodar Murzin joue cavalier B4, il attaque C2, il veut sa fourchette. Vous voyez, dame et 2 tours. Donc, tour C1, parce que l'autre tour défend également le pion en A2. Cavalier B6 cherche à rentrer sur la case faible C4 et attaquer la dame. Vous voyez, les noirs essaient vraiment d'avoir un jeu très puissant à l'aile dame pour que les blancs n'aient pas le temps d'aller mater le roi noir. L'idée, c'est de jouer cavalier C4, d'attaquer la dame, peut-être de jouer cavalier A3 après pour attaquer doublement le pion C2, gagner le pion C2, libérer un pion passé C. Mais, prise en H6. Cavalier C4 attaque la dame recule en E2. Fou A6, le fou ne jouait pas en B7 parce qu'il y avait l'obstruction du pion D5, donc il se met sur cette diagonale et il prépare la découverte, le cavalier part avec l'attaque de la dame. Et cavalier G4. Christopher Woo Jin-Yu fait fi de ce vis-à-vis fou-dame, de cette menace de découverte. Il a estimé qu'il n'y avait pas une très très forte menace ici, surtout que si le cavalier vient prendre le pion E5, maintenant c'est la dame qui reprendra bien sûr. Donc le cavalier vient en A3, ça attaque 2 fois C2, ça libère le fou qui attaque la dame, donc il faut la rebouger une nouvelle fois, en D1 pour aller défendre, aider la tour à défendre le pion C2. Les noirs jouent F5, mais prise en passant, prise en F6. Prise en F6, ça y est, la colonne G s'est ouverte. Fou H3. Un coup à double visée. Lorsque le cavalier bougera, le fou attaquera le pion E6, et prendre le pion E6, c'est prendre sur échec avec des attaques de tour et de roi. Et en même temps, le fou, lorsqu'il se décale en H3, il libère la colonne G. Le roi n'a plus qu'à bouger pour laisser la dame ou les tours utiliser la colonne G. Et comme il y a des pions sur la colonne H, ces pions-là peuvent aider l'approche des pièces blanches en G6 ou en G7. Tour C6 est joué. Roi H1, donc on libère la case G1. Roi H7, le roi noir aussi esquive la colonne G. Dame G1 avec l'idée de pouvoir arriver en G6 en fait. Fou E2. Alors, fou E2 attaque le cavalier en F3 et menace fou prend cavalier échec. Mais je reviens un petit peu en arrière parce que le départ ici de la dame laisse les noirs pouvoir prendre en C2. Mais regardez ce qui pourrait se produire. Sur par exemple cavalier prend C2. Eh bien là, il faut avoir accès à la case G6. Et comment on va avoir accès à la case G6? On va faire cavalier prend F6 échec pour libérer le chemin, avoir accès à la case G6. Alors c'est vrai que la dame noire peut reprendre et défendre la case G6, mais regardez ce qui se passe après. Cavalier G5 échec, et le roi noir, qu'est-ce qu'il fait? Soit il vient en G8, soit il vient en H8. Mais venir en H8, c'est fou E5. Clouage fatal pour la dame. Et venir en G8, c'est l'attaque à la découverte. Le cavalier vient en E4, attaque la dame, et la dame fait échec, donc la dame noire est également perdue. Dans les deux variantes, la dame est perdue. C'est pour ça que c'est très dangereux, cette histoire de départ du cavalier. Donc fou E2 est joué, mais en réalité, après fou E2, on peut faire la même chose. On peut faire cavalier prend F6 échec, on fait la même chose en fait. Dame prend, cavalier G5 échec, sur roi H8 on a une nouvelle fois fou E5, et sur roi G8 on a une nouvelle fois cavalier E4. Donc ça marche également. Donc il aurait pu, Christopher Woo Jin-Yu, réaliser cette combinaison. Il a fait autrement. Il a joué cavalier E5, pour que le cavalier défende la case F3 et libérer la case G6 pour la dame. Donc il y a eu fou prend F3 échec. Donc cavalier reprend, parce que le problème c'est que si les noirs prennent le cavalier en E5 avec le pion, eh bien, on a accès à la case G6, et après roi H8, fou prend E5 échec, ça va réaliser un mat. Il faut interposer la dame ou le fou, on prend, et ça finira par faire mat. Donc voilà pourquoi le cavalier est tabou, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas faire pion prend cavalier, mais il y a fou prend cavalier échec, pour faire reculer le cavalier, et la dame vient en E8, défendre la case G6, et même aller attaquer le pion en H5. Dame G4, pour libérer la case G1, pour que l'autre tour vienne, et ainsi viser non pas la case G6, mais la case G8. Avec la tour en G1, on pourra faire dame G8 mat. Cavalier prend C2, attaque la tour A1, mais on s'en moque. Tour G1, puisqu'on menace dame G8 mat.
Donc, Dame F7 vient défendre les cases G8, G7, G6, mais Dame G6 échec quand même. Parce que la prise de la Dame permet une reprise du pion, et maintenant on a un duo de pions ici avancés qui peuvent marcher, s'associer ensemble, et attaquer le roi. Roi G8. Alors, G7 était très fort, mais il a sauvé sa tour. Il a joué tour D1. Tour A7 pour essayer de défendre sur la 7e rangée. G7 est toujours très fort, mais tour G3. Cavalier A3 pour libérer le pion C. Et ça y est, maintenant, G7. Et les noirs sont obligés de sacrifier, parce que si le fou bouge, il va y avoir H7 échec pour dévier le roi, et après G8 dame. Donc, prise. Alors pourquoi il avait joué tour G3 avant de jouer G7 d'ailleurs? C'était justement pour ne pas être contraint de reprendre tout de suite. Parce que s'il devait reprendre tout de suite, ben la tour pourrait reprendre, on reprendrait du pion, le roi pourrait reprendre, et finalement les pions auraient été éliminés. Mais le fait d'avoir fait une halte en G3 permet de libérer la case G1, et donc on ne reprend pas le fou tout de suite, après tout il est cloué, donc il est perdu, et on va associer l'autre tour. Donc cavalier D3, attaque le pion, attaque le fou, mais tour prend G7 échec. Et vous voyez, quand la tour prend, on reprend, et donc on a sauvegardé un pion, et ce pion peut nous aider dans le jeu de promotion en fait. Donc roi H8, les blancs ont bien une pièce de plus, mais ils ont leur pion F2 attaqué, leur fou attaqué, il y a l'avance du pion C qui va permettre aux noirs de regagner la pièce. Donc fou E3, C2, ils sont plus qu'à une case de faire dame, mais cavalier H4, menace cavalier G6 mat. Alors c'est un dame échec quand même, fou prend, tour prend échec, donc les noirs ont regagné leur pièce, roi H2, alors surtout pas d'ailleurs roi G2, parce que ça permettrait de jouer cavalier F4 échec, d'aller attaquer le roi, mais de contrôler la case G6 pour s'échanger avec le cavalier s'il vient en G6, bien sûr. Et si on vient en G3, alors là, c'est cavalier H5, c'est la fourchette roi-tour. Donc dès qu'il y a un cavalier dans la position adverse, il faut regarder toutes les fourchettes. C'est pour ça que le roi vient en H2, pour que le cavalier ne puisse pas harceler ce roi, en fait. Alors il vient quand même en F4. Alors on ne peut pas aller en G6, à cause du cavalier. Et donc Christopher Woo Jing-yu, il va tenter de dévier ce cavalier. Et il fait fou prend E6. Le cavalier ne peut pas prendre, sinon c'est cavalier G6, échec et mat. Donc du coup, fou prend E6, bah, il ne prend pas, il joue cavalier C2, tour C7, tour C7. Ça met une pression sur le cavalier et ça cloue le cavalier parce qu'il y a la tour derrière. Alors vous allez me dire, oui, mais le cavalier peut prendre le fou. Parce que tout à l'heure, il ne pouvait pas à cause de cavalier G6 mat, mais là, c'est pas mat. Parce que le roi pourrait aller en G8. Mais non, il ne peut pas. Parce que sur cavalier prend E6, on fait quand même cavalier G6 échec, roi G8, et c'est mat avec H7, le mat du pion. La tour protège le pion qui attaque le roi, le cavalier contrôle les cases de fuite, c'est mat. À noter que tour G7 pourrait faire mat s'il n'y avait pas le cavalier. Mais là, il y a le cavalier, il pourrait prendre. Donc, on revient ici. Quand tour C7 est joué, le cavalier noir ne peut pas prendre le fou, à cause d'un autre tableau de maths. Alors la tour est venue en E1 pour attaquer le fou, mais fou F5. Abandon. Abandon de Volodar Murzin, qui n'y arrive plus. Il n'arrive plus à tenir la position. Le fou en F5 permet de contrôler la case H7, la case G7 est déjà contrôlée par le pion, et donc ça menace tour C8, mat. Et le problème, c'est que le cavalier noir est également doublement attaqué. Donc les noirs pourraient parer à la menace de mat, par exemple en ramenant la tour en E8, mais du coup, ils perdraient le cavalier. Et cette position, il n'y a aucune chance pour les noirs. Ils ont une pièce en moins, un roi qui est totalement confiné, les pièces blanches sont à l'attaque, il n'y a aucune chance de sauver cette position face à un joueur de la force de Christopher Woo Jing-yu. Donc voilà l'attaque est-indienne qui a triomphé. Et maintenant, je vous propose de regarder la plus belle attaque est-indienne réalisée par Bobby Fischer. Et vous allez voir que le placement de pièces au début est identique, et que la stratégie d'attaque à l'aile roi est également similaire. Alors Bobby Fischer a évidemment les blancs, il affronte Miag Marsuren. Et il ouvre avec le pion roi, E4. Alors dans la partie précédente, on avait vu la défense sicilienne avec C5. Là, c'est la défense française avec E6. Mais peu importe, l'ordre de coups que va jouer Bobby Fischer va ramener dans l'attaque est-indienne, tout comme
l'ordre de coup de Christopher Woo Jing-yu a ramené dans l'attaque est-indienne. Donc quelle que soit finalement l'ouverture en face, française, sicilienne, on arrive à amener ce que l'on veut. Donc D3 a été joué, D5, et là les noirs cherchent à prendre pour échanger les dames. Et donc c'est cavalier D2 qui a été joué. Ainsi ça masque le vis-à-vis des dames en cas de prise, on reprend du pion, et il n'y aura pas d'échange des dames. Les noirs jouent cavalier F6, G3, la mise en fianchetto du fou, tout comme dans la partie précédente, C5, fou G2, cavalier C6, cavalier F3, fou E7, petit roc, et la poussée E5, comme dans la partie précédente. À ceci près que dans la partie précédente, je crois que la dame était déjà en E2. Donc, la poussée E5, le cavalier vient en D7, double attaque sur le pion E5, tour 1 pour défendre. On sait que la tour vient défendre le pion E5, mais que la tour libère également la case F1. Le cavalier ira en F1. Et après la poussée en H4, on a vu comment ça allait faire. Le cavalier qui est en F1 peut rebondir parfois en H2 pour venir en G4. Le cavalier F3 pourra venir en G5. La dame pourra venir en H5. C'est comme ça qu'on va construire l'attaque. On va approcher les pièces jusqu'au sacrifice. Et niveau sacrifice, on va être garni dans cette partie. On va être servi. Les noirs jouent B5, cavalier F1, B4, H4, donc le pion H sert de support au cavalier, même s'il ne faudra pas le jouer tout de suite parce que le cavalier défend le pion E5, il faudra d'abord faire fou F4 pour ensuite pouvoir jouer cavalier G5, dame H5 et attaquer H7. Provoquer l'avance des pions noirs pour pouvoir créer des affaiblissements et peut-être sacrifier sur ces pions. Et en même temps, l'avance du pion H, comme je vous l'ai dit, libère la case H2 pour que l'autre cavalier puisse s'approcher aussi. A5 est joué, fou F4. A4 est joué, et là c'est amusant parce que Fischer indique dans ses notes que dans cette partie, il va jouer A3, et c'est ce coup qui lui aura consommé le plus de temps. Il va réfléchir 15 minutes sur le coup A3. Le coup totalement à l'aile dame, alors qu'après il va nous faire une attaque de fou et des sacrifices très compliqués à l'aile roi. Mais c'est ce petit coup A3 qui lui a pris plus de temps. Il se questionnait sur la pertinence de ce coup A3, mais en fait il ne voulait pas que les noirs puissent jouer eux-mêmes A3, attaquer B2, et même sur la poussée B3, il ne voulait pas affaiblir les cases noires à l'aile dame. Alors on pourrait se demander comment les noirs pourraient en profiter, mais en tout cas Fischer ne voulait pas de ça. Et il a joué A3 pour stabiliser la position. Donc il y a une prise en A3, une reprise du pion en A3, et cavalier A5. Bon. Le cavalier, finalement, il n'est pas passé par H2, il est arrivé en E3. Fou A6. Fou H3. Alors pourquoi fou H3 ? On pourrait se dire qu'en G2, il était bien placé, parce que si les noirs jouaient D4, le cavalier pouvait par exemple aller en G4, et le cavalier F3 pouvait avoir des découvertes avec le fou qui attaque la tour. Mais l'idée, vraiment, dans cette partie avec les blancs, c'est d'attaquer le roi. Et le coup fou H3 permet de pointer le pion E6. Et donc ça retire la réaction que pourraient avoir les noirs à base de F6. Les noirs pourraient essayer de s'en prendre à la tête de pion du pion E5, pour essayer de modifier un peu la structure de pion. Mais là, ça permettrait fou prend E6 échec. Et prendre, si le pion F avance, et prend son E6, échec, attaque le roi, mais également le pion D5 également tombe. Ça fait tout sauter en fait. Donc fou H3, c'est un coup préparatoire de l'attaque. C'est un coup prophylactique ici aussi, également pour essayer de museler l'adversaire et de contrarier ses réactions défensives. Alors les noirs jouent D4 maintenant. Alors le cavalier aurait pu venir en G4, mais il ne veut pas obstruer le fou, il va repasser par F1. Cavalier B6, cavalier G5, on avait parlé de ce coup. Le cavalier s'approche, libère la voie à la dame. Les noirs jouent cavalier D5, attaquent le fou, menace de rentrer en C3. Le fou recule en D2. Et là, ça y est, il y a la prise en G5. On pourrait reprendre du pion, comme on en a parlé, mais Fischer ici décide de reprendre du fou. Il attaque la dame. Et toujours pareil, s'il y a des coups comme F6, il y aura fou prend E6 échec. Donc, dame D7. Dame H5. L'avance du pion noir en D4, c'est très important, à livrer la case E4 aux blancs. Une case que les blancs peuvent utiliser avec leurs pièces. On peut voir par exemple cavalier D2, cavalier E4 et peut-être un sacrifice en F6 après. On peut imaginer le passage de la case E4 pour la tour, pour qu'elle rejoigne l'attaque sur le roi. Même peut-être le fou G2, fou E4 pour qu'elle rejoigne l'attaque sur le roi. Vous voyez, cette case E4 peut permettre au cavalier, à la tour et au fou de rejoindre l'attaque contre le roi.
Tour C8 a été joué. Cavalier D2. Donc c'est le cavalier qui semble vouloir aller en E4. Cavalier C3. Et là, fou F6. Premier sacrifice de la partie. Et le fou ne doit pas être pris. Parce que si les noirs prennent le fou, le pion prend sa place et c'est la dent du dragon. C'est le pion qui est tout proche du roc. Si une dame arrive en G7, c'est mat. Et comment faire pour que la dame n'arrive pas? Parce qu'on menace dame G5 échec ou dame G4, puis dame G7 mat. Si le roi fuit en F8, on va prendre en H7 et on va menacer toujours le mat. Et si, après la prise, le roi vient en H8, bon, si on vient en H6 pour essayer de mater, il y a tour G8 tout de suite, mais on peut être plus malin. On peut être plus malin ici et approcher le cavalier, cette fois-ci en F3, pour qu'il vienne en G5, menacer dame prend H7 mat, mais également menacer cavalier prend F7 soutenu par la dame. Et si la tour vient en G8, venir en G5, c'est peut-être s'exposer à un sacrifice de la tour sur le cavalier, mais on peut venir en E5. On attaque la dame, et derrière, il y aura cavalier prend F7 soutenu par la dame. Avec l'attaque du roi qui n'a pas de case. Donc, si la dame noire bouge, on prend en F7 le pion, et la dame noire devra prendre le cavalier, et les noirs ont perdu leur dame, en fait. Donc, après fou F6, le fou, en fait, il est intouchable. Prendre retire la défense principale du roi noir et ramène un pion qui va très bien collaborer pour créer le réseau de maths. Mais en plus, là, il faut qu'ils fassent attention, les noirs, parce que s'ils ne prennent pas, la dame blanche va menacer de venir en G5 pour prendre en G7 et de mater. Et sur G6, la dame blanche ira ensuite en H6 et matera en G7. C'est pourquoi les noirs jouent dame E8, pour pouvoir avoir accès à la case F8 et défendre le roi. Cavalier E4 a été joué. En cas de prise, on est capable de reprendre de la tour et de venir aider à l'attaque du roi. Les noirs jouent G6. Alors, si on rentre en H6, on se prend dame F8. Proposition d'échanger dame. Donc dame G5 a été jouée. Cavalier prend E4, la tour reprend. Et on voit que dans cette position fermée, c'est les blancs qui attaquent le roi. Et encore une fois, c'est grâce à l'espace sur la colonne E. C'est le fait d'avoir plus d'espace sur la colonne E qui permet aux pièces blanches d'accéder au roi noir. Et que les noirs ne puissent pas approcher du roi blanc. Donc cette position fermée avec avantage d'espace central sur la colonne E permet d'acheminer plus de force. Vous voyez, on a par exemple H5 qui va arriver, tour G4 ou tour H4 ensuite, et on va avoir 3-4 pièces qui vont attaquer le roi noir, et les noirs, ils n'ont pas ça pour défendre. Alors ils tentent, en jouant C4, d'ouvrir la position ici, ils attaquent 2 fois D3, mais H5, prise en D3, tour H4, tour H4, et là on approche de la fin. Les noirs vont jouer ici, tour A7, pour défendre la 7e rangée. Parce que vous comprenez, les blancs vont chercher à prendre en G6, on ne pourra pas reprendre du pion H avec les noirs, sinon tour H8 mat, protégé par le fou. Et donc après prise en G6, le pion F devra reprendre, et il y aura l'ouverture de la colonne H avec l'attaque de H7. Et donc les noirs, en jouant tour A7, ils veulent, en cas de prise en G6, reprendre du pion F et que la tour puisse défendre. Et là, fou G2. Mais qu'est-ce que c'est que ce coup? En réalité, c'est le coup clé. C'est le coup qui va faire triompher la combinaison. Magnifique. On va essayer de comprendre. Les noirs prennent en C2. Comme dans l'autre partie, ils ont un jeu de promotion à base de la colonne C. En plus, tu as l'autre pion qui peut s'associer. Ici, on a 2 pions passés. Les noirs ont 2 pions passés. Mais dame H6, on menace dame G7 mat. Les noirs avaient mis la dame en E8, bien sûr, pour pouvoir venir en F8, contrôler la case G7. Mais là, il y a la combinaison de maths. Alors je vous invite bien sûr à mettre la vidéo sur pause pour chercher, parce que là, il y a maths en quelques coups, il faut trouver. A tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Vous avez trouvé le sacrifice qui mène aux maths? Dame prend H7. Excellent. On attire le roi sous le viseur de la tour. Donc roi prend. Pion prend G6, double échec, échec du pion, échec de la tour. Donc si le roi va en G8, c'est tour H8 mat. Et si le roi prend en G6, on comprend maintenant pourquoi Fischer avait reculé le fou en G2. C'est pour venir en E4, faire mat. Et bien voilà. Donc, finalement, dans cette vidéo, vous avez eu 2 parties. La partie de Christopher Woon Jing-yu, dans ce tournoi des jeunes maîtres, dans laquelle il va établir ce système d'attaque est-indienne. Un hommage, finalement, au jeu de Fischer, qui affectionnait cette ouverture et qui a réalisé plusieurs belles parties sur cette attaque est-indienne. On vient d'en voir une. Pour moi, la partie la plus belle, mais certainement qui est... Il faudra que je regarde les autres parties, mais celle-là, c'est celle qui m'était restée en mémoire, celle de Fischer. Et donc, j'avais envie de vous la partager. Et en parlant de partage
partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, le lien, partout. Et commentez, mettez des pouces, aidez-moi. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir à tous.